Frédéric, merci d'abord de venir me voir pour ces quelques questions. Je veux dire le bilan de Swiss Life. Le bilan de Swiss Life est bon par rapport à une situation de départ qui était potentiellement très risquée, puisque comme tu le sais, Swiss Life était un très gros opérateur en santé individuelle, donc avec une part de portefeuille significative. Et on a sauvegardé tout notre portefeuille, on est même en légère croissance sur la partie collective, donc un bon bilan de l'année, surtout porté par des actions croisées d'un peu tous les intervenants de l'entreprise, et beaucoup autour des offres, une offre qu'on a conçue dès le départ, modulaire et complète, à la fois santé et prévoyance, dirigeants et salariés. Et puis une offre interpro avec des packs sur des accords de branche, donc les deux cumulés. Beaucoup d'actions de formation. Donc nous, on travaille beaucoup avec des réseaux de proximité, réseaux salariés, agents généraux, courtiers de proximité. Donc de grosses actions de formation, à la fois des réseaux de distribution et de tout le monde de l'inspection et de toutes les personnes qui accompagnent les réseaux de distribution. Et beaucoup d'investissements aussi dans les équipes service client. Tout ça avec une organisation de notre offre qu'on a voulu la plus digitale possible et la plus du coup simple possible. On a mis en place par exemple un portail internet pour les bulletins individuels d'adhésion qui permet aux salariés ou aux distributeurs de faire de lui-même directement toutes les adhésions, d'avoir sa carte tiers payant en temps réel. Et ça nous a beaucoup aidé pour la fluidité de l'ensemble du processus. Donc aujourd'hui, on est à un stade, on va dire, de bilan où on a fini la phase vraiment de conquête. On a continué sur l'année 2017 une phase de conquête en prévoyance, puisqu'on est maintenant plus dans une phase où on vend plus de prévoyance. Au départ, la première année de l'année, 2015, on était à 90% en santé. Donc on avait très peu de prévoyance, en fait, c'était vraiment l'année où la santé s'est mise en avant. Et depuis 2 ans, maintenant, on arrive à accompagner nos clients sur la prévoyance également, donc c'est une bonne chose. Et puis on est du coup dans un cadre global d'accompagnement des clients sur l'ensemble des problématiques assurance, pas seulement santé-prévoyance, mais aussi assurance vie, bien sûr, qui est un fer de lance de Swiss Life, la banque privée, le cas échéant, s'ils sont dans la cible, et même l'assurance dommage. On propose nous aussi d'accompagner nos clients TNS, TPE, TPE, PME sur l'ensemble des produits dommages. Alors, est-ce que la généralisation, l'obligation légale, a permis de mieux équiper les salariés que s'il n'y avait pas eu d'obligation et que si on avait seulement compté sur le marché? Mieux, je pense pas, ou peu. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que la plupart de nos clients étaient déjà assurés en individuel et que les couvertures qu'ils ont en collective, la couverture de base que leur chef d'entreprise a sélectionnée n'était pas forcément meilleure que celle qu'ils avaient. Donc ils ont dû souscrire des options, le cas échéant, ou des compléments ou des surcomplémentaires, peu importe le nom qu'on leur donne, pour être au même niveau de couverture. Donc dire que ça leur a permis d'être mieux couverts, je suis pas sûr. Par contre, ça a permis peut-être à certains d'être couverts qui ne l'étaient pas. Parmi ceux qui ne l'étaient pas, je pense qu'il y en a malheureusement peu qui ne l'étaient pas pour des raisons purement de coût. La plupart ne l'étaient pas parce qu'ils avaient choisi de ne pas l'être. Donc on les a obligés d'être couverts alors qu'ils n'avaient peut-être pas des besoins énormes. Donc est-ce que c'était vraiment une demande de leur part? C'est discutable. Le seul vrai intérêt, c'est que la moitié de la cotisation de la part collective est payée par l'entreprise. Enfin, au moins la moitié, et dans ce qu'on a constaté sur les TPE, PME, essentiellement la moitié. Donc le vrai intérêt, il est un peu financier sur la part entreprise, en fait. Est-ce qu'on sait quelle est la proportion de salariés qui n'étaient pas couverts et qui le sont devenus? Non. Honnêtement, j'ai du mal à répondre à cette question. Mais je pense, l'estimation que nous on fait, c'est que c'est autour de 5%, peut-être moins de 10%, c'est sûr, mais peut-être même moins de 5%. Donc c'est assez marginal en fait. Dans la pratique, est-ce que, rétrospectivement, tu penses qu'il y avait des choses à améliorer ou dans le processus de généralisation, ou dans les textes sur la généralisation? Le point qu'on avait soulevé dès le départ, et je maintiens que c'était une bonne idée, c'était de ne pas obliger un contrat collectif. C'est-à-dire qu'on est parti dans des schémas avec des contrats collectifs obligatoires pour des toutes petites entreprises, parfois de 1, 2, 3 salariés. Et donc on a mis en place une dynamique qui est quand même complexe. La souscription d'un contrat collectif, ça met en jeu des problématiques juridiques, réglementaires qui sont un peu lourdes, alors qu'on aurait pu très bien aller dans des souscriptions de type individuel, avec participation du chef d'entreprise, type chèque santé ou équivalent, sans forcément rentrer dans le schéma quand même très lourd de contrats collectifs pour de si petites entreprises. Ça, c'est un élément qui, du coup, je pense, a renchéri un petit peu la dynamique commerciale et la dynamique de gestion, qui fait que ce qu'on constate aujourd'hui, nous, c'est que les frais de gestion, par exemple, de ces contrats-là, ne sont pas significativement plus faibles que les frais de gestion des contrats individuels. Et donc, in fine, il n'y a pas vraiment de gros intérêt en frais de gestion, alors qu'une grande dynamique des contrats collectifs, c'est de gagner en frais de gestion, ce qui est légitime quand on est sur des groupes importants, des ETI ou des grandes entreprises. Sur des toutes petites entreprises, c'est quand même très très limité. Mais est-ce que ça ne signifie pas qu'il y a une mort programmée
des contrats interpro très généralistes ou des contrats dédiés à une seule branche, faute de rentabilité? Ça dépend de la taille de la branche, déjà. Une branche où il y a 100 000 salariés, c'est vrai que c'est un peu petit. Une branche où il y en a 500 000, forcément, on est toujours à des niveaux différents. Et ça dépend si la branche souhaite juste définir des minima de garantie, auquel cas, ça pose aucun problème. Elle définit des minima de garantie, et à partir de là, le marché répond à ces minima et propose, le cas échéant, des compléments, et ça se passe très bien. Si elle veut définir à la fois des garanties et des prix, là, on arrive à une situation complexe, parce que soit le cas de la moitié des branches, des situations complexes, soit le prix est trop élevé, entre guillemets trop élevé, et finalement l'assureur gagne correctement sa vie, mais trop par rapport à ce qui serait nécessaire dans un jeu concurrentiel, soit le prix est insuffisant, et là les assureurs ne gagnent pas suffisamment leur vie, on arrive à des tiraillements dans la relation avec la branche qui ne sont pas sains. À un moment ou un autre, on ne peut pas être dans un schéma, de mon point de vue, concurrentiel avec prix fixe. Ça tient pas, ça tient pas la vie normale du fonctionnement économique, quoi. Parce que ça signifie que les offres dédiées à plusieurs branches, mais pas à toutes les branches, ont un avenir sur le marché. Oui, pourquoi pas. Moi j'y crois volontiers, surtout que les offres maintenant sur le marché, un certain nombre sont très modulaires, et donc permettent de répondre à énormément de besoins. Et honnêtement, en santé, est-ce que dans une branche donnée, on a des besoins spécifiques par rapport à une autre branche? Je suis quand même assez perplexe, quoi. En prévoyance, ça peut se discuter dans certains cas de figure, mais en santé, considérer que parce qu'on est dans une branche industrielle par rapport à une branche commerciale ou une branche de distribution, on a des besoins différents d'un TNS ou d'un salarié de la fonction publique pour la complémentaire santé, c'est quand même, je trouve, assez limité, quoi. Les besoins sont globalement d'une population donnée, je dirais à un âge donné, assez similaire. Ce qui compte, c'est plus la composition familiale, par exemple, ou ce genre de choses que franchement la branche à laquelle on adhère. Est-ce que selon toi, la généralisation de la complémentaire santé, notamment par l'abondance de concurrence qu'elle a suscité, est-ce qu'elle a changé le marché de l'assurance et les acteurs de l'assurance? Alors, elle a créé de la concurrence, mais je dirais Swiss Life, qui était déjà en très forte concurrence en santé individuelle, n'a pas considéré qu'il y avait forcément beaucoup plus de concurrence. À la limite, il y a même beaucoup moins de concurrence. Enfin, c'est inégal, en fait. Certains petits opérateurs, sans être péjoratifs, ont eu du mal à aller sur ce marché parce qu'il était un peu complexe de mise en place. Par contre, des gros opérateurs qui n'étaient pas forcément très présents, eux, sont venus significativement. Donc on a une concurrence qui est encore très vive, mais qui est concentrée plutôt sur des plus gros opérateurs peut-être qu'avant, très agressifs. Donc on a, de mon point de vue, un effet concurrentiel positif. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, les prix ont plutôt baissé significativement avec la mise en place de l'ANI. Pas seulement d'ailleurs pour les entreprises qui n'étaient pas couvertes, mais également sur nous, quand on regarde par exemple le marché du sur-mesure, ces 3-4 dernières années, il a plutôt été très agressif également, quoi. Alors que les entreprises étaient déjà couvertes, donc elles ont joué aussi la concurrence. Alors, selon toi, quelle est l'évolution nécessaire maintenant, si on admet l'hypothèse que la généralisation a été une phase 1, la phase 2, ça doit être quoi, par exemple sur le marché de la prévoyance, mais pas que? Alors il y a une phase 2 prévoyance, on peut se poser la question de l'ANI de la prévoyance, effectivement, d'aucuns l'appellent de leur vœu, voire de l'ANI de la retraite, pourquoi pas, nous on n'est pas a priori opposés si ça se fait dans le cadre concurrentiel. Donc voilà, le point, c'est pas tant qu'une assurance soit obligatoire, l'auto, la RC Auto c'est une assurance obligatoire qui est totalement concurrentielle et qui fonctionne très bien. Donc dans ce cadre-là de fonctionnement, ça nous convient assez bien. Et on est convaincu qu'effectivement en prévoyance il y a encore de la non-garantie alors que c'est un vrai besoin et quelque chose qui en plus peut se mutualiser sans du tout passer par des désignations sur des tailles de branches largement insuffisantes pour mutualiser correctement. Donc on est plutôt partie prenante d'une évolution de ce type-là. Je dirais qu'il y a l'aspect de la prévoyance. Sur l'aspect de la santé en tant que telle, en complémentaire santé, le point il est plutôt à la fois dans le cadre des réflexions actuelles liées au programme présidentiel sur le RAC 0 ou la lisibilité, et dans le cadre des réflexions qu'on peut avoir sur la complémentaire au sens large, de voir s'il ne faut pas bouger un peu les lignes de partage entre la CNAM, enfin entre l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires, où aujourd'hui le fait d'être complémentaire systématiquement n'apporte pas forcément une grande valeur ajoutée. Les complémentaires sont d'ailleurs critiqués souvent sur leurs frais trop élevés, etc. Mais c'est parce qu'être complémentaire, on peut s'interroger parfois sur la vraie valeur ajoutée, alors qu'il y a d'autres postes où elle pourrait être négociatrice en premier chef vis-à-vis des professionnels de santé, avec une régulation bien évidemment, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais sans forcément être derrière la CNAM qui est le moins gros intervenant. On le voit sur toutes les questions sur l'optique aujourd'hui, elles sont résolues et les problématiques de RAC 0, c'est les réseaux de soins qui résolvent ces questions-là, c'est pas la CNAM. Et dans les débats sur le dentaire, on voit bien qu'on est à mi-chemin entre une participation forte de la CNAM, mais aussi un besoin indispensable des complémentaires. Donc c'est plus dans le rôle des complémentaires sur certains postes qu'on pourrait réfléchir.
sans parler de petits risques et gros risques, parce que je pense que cette appellation-là était Était malheureuse. Carbonisée aujourd'hui. Oui, et puis elle traduit pas la réalité de ce qu'on sait faire. Hein. Une entreprise d'assurance sait très bien faire du gros risque. Hein. Les plus gros sinistres en corporel auto, ils sont à des millions d'euros. Donc un assureur sait parfaitement traiter des gros risques. Avant la fin de l'exemption frontalier, Swiss Life était le premier assureur frontalier et on faisait du premier euro en santé et on l'a bien fait pendant des années et les frontaliers s'en sont jamais plaints. Donc on sait faire, c'est pas la question. Le point, c'est pas savoir faire ou pas, c'est qu'est-ce qu'on veut en termes de répartition, je dirais, entre la solidarité nationale portée par l'assurance maladie obligatoire et ce que les complémentaires peuvent apporter en responsabilisation, peut-être au-delà de la seule solidarité.